Bonsoir, bienvenue dans Studio Lacan. Nous avons le plaisir ce soir de recevoir Bruno Falissard, dont le travail se situe au croisement de la psychiatrie, des statistiques et de l'épistémologie. Nous explorerons avec lui les transformations contemporaines du champ de la santé mentale, marquées aujourd'hui par la montée des logiques d'évaluation, de preuve et de quantification et leurs effets sur la clinique. Pour l'actualité de la psychanalyse, Laura Sokolowski, qui est avec nous sur le plateau et qui est présidente de l'école de la cause freudienne, interviendra sur la singularité du cas. Bonjour Bruno Falissard. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous sommes très heureuses de vous accueillir aujourd'hui pour parler, discuter des logiques d'évaluation, des études quantitatives et des preuves. Vous êtes bien placé pour en parler car vous êtes mathématicien et pédopsychiatre, professeur de biostatistique à la faculté de médecine de Paris-Saclay, directeur du centre de recherche en épidémiologie et santé des populations à l'INSERM, membre de l'Académie nationale de médecine et actuel président de la Société française de pédopsychiatrie, enfin de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent et disciplines associées. Vous vous situez à la croisée de disciplines qui dialoguent rarement avec autant de finesse, il faut le dire. La clinique, les mathématiques, les sciences humaines. Vos travaux interrogent à profondeur la manière dont on peut comprendre, mesurer et soigner la souffrance psychique dans une réflexion éthique de la recherche. Vous avez écrit de nombreux articles et ouvrages. On peut citer notamment « Mesurer la subjectivité en santé » que vous publiez en 2008 aux éditions Masson, un ouvrage devenu une référence pour penser scientifiquement des réalités aussi complexes que le ressenti ou la qualité de vie. Dans la même année, vous avez publié « Cerveau et psychanalyse, tentative de réconciliation » aux éditions L'Harmattan. En 2020, vous publiez « Soigner la souffrance psychique des enfants » aux éditions Odile Jacob, où vous abordez les spécificités du soin chez les plus jeunes. Et enfin, en 2023 est parue donc la 4e édition de « Comprendre et utiliser les statistiques », toujours chez Masson, qui rend accessibles des outils essentiels pour la recherche et la pratique en santé. À travers ce parcours, vous posez une question centrale. Comment produire des données fiables sur des phénomènes profondément humains. Par exemple, comment mesurer, comme je disais à l'instant, la qualité de vie ou le ressenti de quelqu'un. Alors pour commencer, une question, est-ce que vous pourriez nous préciser ce que recouvre la notion de preuve en santé mentale? Est-ce que selon vous, elle a le même sens que dans d'autres domaines de la médecine ou par exemple en mathématiques? Alors oui, c'est une question intéressante parce que là, on est un peu piégé par le français. C'est qu'en anglais, il y a evidence et proof. Donc proof, c'est en mathématiques. 2 plus 2 égale 4, ça peut se démontrer. À la fin, on a une tautologie. Une tautologie, c'est vrai. Donc en mathématiques, il y a du vrai. Et on ne peut pas aller contre ça. Evidence, en fait, c'est beaucoup plus... Ça fait partie de la vie... Et les philosophes, Fernando Gil dans l'Encyclopédie Universaliste, mais en anglais aussi dans la Stanford Encyclopedia of Philosophy, une proposition est prouvée quand elle est établie par une méthodologie reconnue et qu'elle entraîne une croyance. Alors on voit tout de suite que, en fait, il faut que ça soit reconnu, c'est-à-dire en fait, quelque part il y a une norme sociale derrière ce qui fait preuve, et puis il faut qu'on adhère à ce que dit cette norme. Et donc du coup, en médecine, en fonction des siècles, des décennies, en fonction des domaines, ce qui va faire preuve
va faire preuve en cancérologie et pas forcément en santé mentale. Alors, les méthodes quantitatives, est-ce qu'elles permettent de saisir adéquatement, notamment la notion de souffrance psychique, ou est-ce qu'elles rencontrent là peut-être une limite Alors, en fait, là aussi, il faut prendre du recul et voir que nous, humains, nous avons le langage, nous pouvons parler. Quand nous souffrons, nous disons « je souffre, aide-moi » et le soignant est là pour s'occuper de la souffrance. Et ça n'a rien à voir avec les mathématiques ni avec les nombres. Alors, néanmoins, les humains ont aussi ce truc bizarre que sont les nombres et les manipulations des nombres. Ce qui reste quand même un peu un mystère d'ailleurs. Est-ce que les mathématiques sont un langage ou pas ? C'est une question ouverte parce qu'ils ne véhiculent pas de sens intrinsèquement, a priori. En tout cas, on est capable d'utiliser les nombres. Il fait chaud, il fait plus ou moins chaud. Et je vais mettre... Vous parlez de l'échelle des échelles de douleur, là ou... Eh bien, alors j'allais y arriver, mais vous voyez, pour la température, il Oui. n'y a pas d'angoisse métaphysique, quoi. Il fait dehors, il fait 11 degrés, il pleut, tout le monde voit ce que c'est. On met un nombre sur, en fait, un ressenti, parce que la température, en fait, c'est un ressenti. Eh bien, le VA de douleur, c'était un ressenti, la douleur, et on a mis un nombre. Pourquoi ? Parce que ça facilite le travail des infirmières quand elles passent le relais. Monsieur Martin, il a combien ? Il a 8, etc. Donc, il faut être à l'aise. Bien sûr que le nombre réduit, mais le nombre permet aussi de faire des choses. Voilà. Alors, ce qui est diabolique avec le nombre, alors je vais vous taquiner parce que je vais utiliser un mot psychanalytique, c'est que c'est une instance surmoïque. Quand on dit il a 8, ou alors là, c'est encore plus horrible avec le QI, vous voyez. Quand vous dites un enfant à 70, un enfant à 130, c'est un coup de marteau. C'est un destin. Voilà, c'est un destin, parce que c'est un nombre. Voilà, le signifiant nombre est d'une puissance absolument disproportionnée par rapport à ce qu'il fait. Je repense aux échelles de la douleur, mais un patient qui est un peu au courant, justement, peut très bien, justement, subvertir cette échelle pour avoir plus d'antalgie. Voilà, par exemple. Mais vous savez, c'est le cas déjà. Oui. C'est Oui, le cas. Il y a des pays où, quand on arrive aux urgences et que l'on a plus de 8, on coupe la file d'attente. Et donc, effectivement, il y a une rétroaction entre la douleur, entre l'expression du sujet. Voilà. Mais là aussi, c'est un instrument de mesure. Il a ses problèmes et il a ses intérêts. Et concernant la souffrance psychique, il y a aussi des échelles ? Alors, oui, bien sûr, il y en a, il y en a des centaines. Alors, d'ailleurs, la première, en fait, la première mesure du sujet en tant que sujet pensant, ça n'était pas la souffrance, on aurait pu imaginer, c'était l'intelligence. D'ailleurs, les psychologues ont eu cette honnêteté intellectuelle d'appeler ça le QI et pas l'intelligence. Vous voyez, et ça n'est pas une coquetterie. C'est-à-dire qu'en fait, on ne mesure pas la souffrance. On mesure un concept organisé autour de ce que l'on appelle la souffrance. Mais vous voyez, il faut vraiment séparer. C'est comme entre QI et intelligence. L'intelligence, ça ne se mesure pas. On a réduit l'intelligence à partir de ce qui se passe à l'école, et il y a un construit qui est plus ou moins unidimensionnel en termes statistiques, qui fait qu'on a un nombre qui a un intérêt, mais ultra limité. Mais là, on en revient au même, dès que c'est un nombre, ça y est, ça enfonce tout. Alors, je voulais revenir sur la preuve, oui. La demande de preuve. Oui. Est-ce que vous avez l'idée, le sentiment que cette demande de preuve est un peu réductionniste, tend à simplifier un peu les choses et finit par montrer un certain désir ou une envie de certitude, là où précisément on ne peut pas en avoir? Ben oui, alors c'est mission impossible en fait, mais pour plein de raisons. Et en fait, cette totémisation de la preuve, c'est un mécanisme de défense contre l'incertitude du soin. Alors, néanmoins, on vient de loin. Souvenons-nous de la médecine de Molière, etc. C'était pas cool avant. Donc, on s'est rendu compte. Oui, je prends l'exemple en dehors de la psychiatrie. Il y a des millions de personnes qui prennent des statines parce qu'ils ont trop de cholestérol. Comment savoir que les statines, c'est bon pour la santé ? On est obligé de mesurer et de faire des statistiques parce que cliniquement, ça ne se voit pas. Donc, il y a des champs de la médecine où utiliser la statistique et la preuve sous-jacente, c'est indispensable.
Après, il y a des champs où c'est beaucoup plus compliqué, les maladies orphelines, par exemple, parce que par définition, c'est difficile de faire des statistiques. Et alors, la santé mentale, et je dirais les psychothérapies, c'est plus difficile d'utiliser les statistiques et la preuve statistique. Pourquoi ? Parce que ça ne sont pas des soins industriels. Vous voyez, je parlais des statines. En fait, si vous avez des comprimés de statines dosés à tant de milligrammes, eh bien, elles se ressemblent toutes. C'est un soin industriel. Une thérapie, c'est un thérapeute et un patient. Et leur singularité fait que l'usage de la statistique n'est pas impossible, d'ailleurs, parce qu'il y a des thérapies qui sont évaluées avec les méthodes statistiques, et on trouve des choses, mais c'est beaucoup plus difficile qu'avec des médicaments. D'accord. Alors, concernant l'évaluation en santé mentale, est-ce que vous pourriez nous présenter certains de ces outils et qu'est-ce qui permet réellement d'objectiver en psychiatrie ? Et qu'est-ce qui permet d'objectiver et qu'est-ce qui, selon vous, reste hors champ ? Alors, vous voyez, là déjà, il y a le mot diabolique, objectiver. Et on sent qu'on est dans une impasse parce qu'on a en face de nous des sujets. Si on veut objectiver ce qui se passe au niveau d'un sujet, on est dans une aporie. Vous voyez. Alors, qu'est-ce qui s'objective ? Alors, non, en fait, c'est qu'est-ce qui se représente numériquement chez le sujet. C'est ça. Mais on n'objective pas. On n'objective pas. On représente avec des nombres ce qui se passe chez le sujet. C'est une autre scène. C'est une autre scène, absolument. Et en fait, encore une fois, le problème, c'est le nombre comme sur moi, c'est-à-dire, et vous voyez, et on va dire objectiver. Et si c'est objectif, alors c'est vrai. Et là aussi, on est encore prisonnier des mots. C'est qu'en fait, subjectif, ça veut dire qui a trait à un sujet pensant. Objectif, ça veut dire qui a trait à un objet pensé. C'est tout. Et donc, quand on fait de la clinique, il y a de la subjectivité et c'est incontournable. Mais le problème, c'est que dans le langage quotidien, en particulier chez les scientifiques, objectif, c'est le bien, subjectif, c'est le mal. Et donc, du coup, par contiguïté, ce qui a à voir avec le sujet n'est pas scientifique parce que le subjectif est quelque chose qui n'est pas scientifique parce que on ne sait pas trop ce que c'est. C'est flou. C'est flou. C'est pas mesurable, quoi. Alors, vous savez, là aussi, la mesure... Je me souviens avoir été à un congrès de physique, la Société française de physique, il y avait Édouard Brézin qui était le président à cette époque. Et c'était sur la mesure. Et il a commencé le congrès en disant « Je ne sais toujours pas ce qu'est une mesure, mais ça ne m'empêche pas d'en utiliser tous les jours. » Vous voyez, en fait, quand on mesure, on attribue un nombre à une caractéristique, eh bien, figurez-vous qu'on ne sait pas d'où vient cette légitimité d'attribuer un nombre à une caractéristique, dans le fond. Vous voyez, on attribue un nombre à une température. Mais pourquoi ? Pourquoi ? En fait, c'est très compliqué. Et donc, alors, comme je dis, ça ne m'empêche pas d'en réaliser. Pourquoi ? Parce qu'en le faisant, on avance. Mais en termes épistémologiques, dans le fond, qu'est-ce qu'on fait ? On ne sait pas trop. Voilà. Et donc, du coup... On coupe. Enfin, on coupe des intervalles. Alors, on coupe, oui, mais... Il n'y a pas un mirage de l'objectivable, enfin comme... Si, bien sûr, un fantasme même. Vous dites c'est un fantasme même en physique, alors en psychiatrie. Mais oui, mais bien sûr. Alors à quoi ça sert ? Alors ça c'est une bonne question. Bon, alors il y a des choses très concrètes. On prescrit des antidépresseurs chez les adolescents. Est-ce que ça marche, est-ce que ça marche pas ? C'est pas évident cliniquement, parce que rien que dans le geste de prescrire, ça peut améliorer. Et alors, quand même, statistiquement, vous voyez, tirer au sort, donner des antidépresseurs, des placebos, on attend 6 mois, on regarde qui va mieux, et on se rend compte d'ailleurs que dans ce cas précis, il n'y a pas tellement de différence. Mais vous voyez, mais s'il y en a, on peut se dire, ah ben quand même, en moyenne, ça fait quand même un peu quelque chose, vous voyez, parce que cliniquement, on peut pas voir l'effet d'un antidépresseur. Donc, on peut demander quand même aux patients comment ils sont. Oui, mais alors, quand même, en termes de prescription, on a une responsabilité, c'est que, est-ce que le médicament que je prescris, qui fait quand même perdre du poids, qui joue sur la sexualité, c'est quand même pas rien. Et donc, est-ce que quand même, ça a une efficacité intrinsèque ? Si ça n'a pas d'efficacité intrinsèque, autant faire autre chose.
Donc, et en fait, c'est un peu pareil pour la médecine. Donc, les mesures quantitatives ont un intérêt. L'épidémiologie, par exemple, se rendre compte que, vous voyez, par exemple, pendant très longtemps, on pensait que les troubles anxieux n'étaient pas un facteur de risque de suicide. On pensait que le suicide, c'était les déprimés. Et puis, fin du XXe siècle, on a fait des études, donc on a compté, et on s'est rendu compte que les anxieux, qui étaient un petit peu méprisés, parce qu'être anxieux, c'est avoir peur, c'est bon, qu'est-ce que c'est que ça En fait, les troubles anxieux sont des pathologies sévères, aussi sévères que les dépressions, avec un risque suicidaire. Vous voyez. Donc, ça permet de trianguler. Et donc, en effet, de distinguer des choses indistinguables avant, quand même. Là, par exemple, que les anxieux peuvent être tout à fait susceptibles d'être des sujets avec des idées ou des passages à l'acte suicidaire. Oui, alors c'est-à-dire qu'avant, il y avait des collègues qui le disaient, mais moi j'ai eu un patient anxieux qui a fait un passage à l'acte, donc ça existe. Il y avait un débat. Et pour trancher le débat, on prend un autre angle de vue, qui est l'angle de vue numérique et statistique, et là on se rend compte qu'avec les grands nombres, on se rend compte que ça saute aux yeux. Et que ça devient un problème de santé publique. Et ça devient un problème de santé publique, et on en revient à la définition de la preuve, méthodologie reconnue qui entraîne une croyance. Voilà, mais pas plus que ça. Pas plus que ça. Alors, si je reviens, sans vouloir être trop obsessionnelle dans l'histoire de la preuve, comment jugez-vous la place croissante prise par leurs recommandations de bonnes pratiques dans le champ de la santé mentale et notamment celle de la haute autorité de santé? Oui, alors là, il y a un terrible manque d'humilité. Voilà. C'est que c'est devenu une espèce de catéchisme. Et là, il y a ce quiproquo entre preuve, evidence et proof, quoi. C'est-à-dire que il y a, nous devons avoir des soins évalués. Moi, j'accepte ça. Quelle est leur valeur voilà. Il faut que leur efficacité soit prouvée, d'accord. Parce que si c'est prouvé, alors ce sont de bons soins. Et là, vous voyez des glissements incroyables. Un bon soin, c'est une valeur morale, hein, c'est une valeur. Mais oui. Un bon soin. Et une preuve, c'est une méthodologie. Donc, il y a des glissements comme ça qui sont d'une brutalité incroyable et d'une bêtise. Enfin, faut appeler un chat un chat. Hein. Et puis, les recommandations de bonnes pratiques en santé mentale, elles sont quand même fondues sur le consensus qui est le plus bas degré niveau de preuve. Alors, il y en a comme ça, effectivement. Alors, mais si vous voulez... si l'on faisait les choses intelligemment, ça marcherait. C'est-à-dire que si l'on disait, on se pose des questions, un patient qui vient pour tentative de suicide aux urgences, c'est un patient borderline, comment on gère? Est-ce qu'il faut l'hospitaliser, ne pas l'hospitaliser à mi-temps? Est-ce qu'il faut lui donner un médicament? Enfin, ce sont des questions de la vie de tous les jours, ça. Et donc, à ce moment-là, on peut regarder des études épidémiologiques, des essais randomisés, et puis, ils vont être discutables, je suis d'accord avec vous, parce qu'ils sont faits dans des pays différents, parce que les diagnostics... Mais ça apporte quand même un peu d'informations. Et puis on va en parler avec des soignants en France, vous voyez, et puis on va essayer de rassembler tout ça en disant, les études disent ça, les soignants disent ci, on a des cas cliniques intéressants qui disent ça, comment on peut construire l'ensemble et finalement arriver à des recommandations. Et alors... Et normalement, c'est ça qui devrait se passer à l'HAS. Et d'ailleurs, ça arrive que ça soit ça. Mais le problème, c'est ces histoires de niveau de preuve. Vous savez qu'en fait, en plus, les niveaux de preuve n'ont aucune validité scientifique. C'est-à-dire, en fait... Les ABC, c'est ça Oui, il y a les méta-analyses, les essais randomisés, les cohortes, etc. En fait, c'est une croyance. Alors, je suis un peu provocateur en disant ça. Oui, mais je suis assez d'accord avec mais expliquez-le, la notion de croyance. Oui, alors, figurez-vous, vous savez, jusqu'aux années 60, vous savez ce qui faisait la preuve de l'efficacité d'un médicament aux États-Unis? Son succès commercial. C'est-à-dire qu'en fait, si les médecins prescrivent et que les patients sont contents et qu'ils continuent à acheter, c'est que ça doit marcher. Et c'est pas complètement idiot. C'est pas complètement idiot. Mais quand même, on peut espérer autre chose. Et donc, en 62, il y a eu ce qu'on appelle le Kefauver-Harris Amendment, c'est-à-dire il y a eu un procès au Sénat américain
Et les sénateurs ont dit, ça suffit, on ne peut pas continuer comme ça. Et donc, ils ont demandé à des scientifiques, mais alors qu'est-ce qu'on fait ? Donc, c'était juste après les premiers essais randomisés pour les antibiotiques, etc. Les scientifiques ont dit, prenez les essais randomisés, prenez-les. Mais ce n'est pas une étude scientifique qui a dit que c'est ça. Et il se trouve que ça a marché en cardiologie, en cancérologie, pour le VIH, etc. Ça a permis d'avancer le soin. Et du coup, l'essai randomisé, qui est une bonne méthodologie, est devenu un totem, quelque chose de complètement sacralisé. Alors qu'en fait, si on revient aux soins psychiques, on sait aujourd'hui que pour évaluer des psychothérapies, en fait, les études qualitatives ont globalement autant d'intérêt qu'un essai randomisé. C'est pas l'un meilleur que l'autre, c'est les deux. Interroger un patient dans le cursus de sa prise en soin pour savoir comment ça va, c'est au moins aussi intéressant que de tirer au sort pour savoir si A est meilleur que B. Voilà. Écoutez, c'est tellement agréable de l'entendre. Mais nous allons faire une petite pause pour écouter notre chronique Actualité de la psychanalyse avec Laura Sokolowski. À tout à l'heure. Bonsoir Laura Sokolowski, vous êtes psychanalyste, présidente de l'école de la cause freudienne, et votre chronique va précisément traiter de la singularité du cas, à partir d'une citation de Jacques Lacan issue de son premier séminaire sur les écrits techniques de Freud, je cite « Le progrès de Freud, sa découverte, est dans la façon de prendre un cas dans sa singularité ». Oui, merci Caroline Leduc. Effectivement, cette citation est extraite du séminaire de Lacan sur les écrits techniques de Freud, qui date du début des années 50. À cette période, Lacan est un psychanalyste reconnu. Or, il a d'abord exercé comme psychiatre à l'hôpital. Interne à Sainte-Anne dès 1927, formé auprès de Gaëtan Gassian de Clérambault, à l'infirmerie spéciale de la préfecture, c'est dans un contexte psychiatrique qu'il appréhende chaque patient dans sa singularité. À rebours de la tradition classificatoire héritée de la clinique asilaire, Lacan esquisse très tôt la clinique du un par un qui nous sert toujours de boussole. C'est au chevet des malades, dont la singularité résiste obstinément au cadre nosographique, qu'il saisit l'importance d'isoler le trait le plus singulier d'un cas, ce qui le rend incomparable aux autres. Dans sa thèse de médecine soutenue en 1932, intitulée « De la psychose paranoïaque dans ses rapports avec la personnalité », Lacan témoigne déjà d'une telle orientation au un par un. Au cœur de sa recherche sur la paranoïa, il expose le cas d'une patiente qu'il prénomme Aimée, internée pour avoir poignardé une actrice célèbre. Et Laura, comment Lacan s'y est-il pris ? Quelle a été sa démarche ? Alors que la psychiatrie de l'époque repose essentiellement sur l'établissement du diagnostic, la description des mécanismes et le classement dans une catégorie, Lacan va prendre les choses autrement, en reconstituant l'histoire de cette patiente depuis son enfance, isolant sa place dans sa famille et le drame vécu par sa propre mère qui perdit l'une de ses filles dans des circonstances tragiques. Patiemment, jour après jour pendant des mois, Lacan va recueillir d'autres éléments marquants, tels que les écrits d'Aimée où s'avouent ses idéaux et les fixations infantiles de sa sensibilité, son sentiment de la nature et sa culture terrienne fondée sur sa fréquentation des rives et des bois de la Dordogne. Lacan rend aussi compte de la sensibilité d'Aimée, qualifiée de bovarique, en référence avec le personnage de Gustave Flaubert. Mais surtout, Lacan parvient à isoler la logique de la conviction délirante de sa patiente en montrant que son passage à l'acte ne relève pas d'un dysfonctionnement cérébral. Cette agression à l'arme blanche, c'est la réponse catastrophique à l'impasse subjective dans laquelle Aimée s'est trouvée.
L'actrice qu'elle a poignardée n'a pas été choisie au hasard. Elle incarne le type même de l'artiste reconnu, ou meurt supposément légère selon la presse. Et Lacan soutient qu'Aimée a donc frappé en sa victime son idéal extériorisé de femme libre et puissante, alors qu'elle est constamment soumise à ses scrupules éthiques ainsi qu'à l'humiliation exercée sur sa personne par sa sœur aînée. Alors en quoi s'agit-il d'une approche nouvelle? Qu'est-ce que cela nous apprend? Eh bien, c'est à partir du recueil très minutieux des dits et des écrits d'Aimée que Lacan cerne au plus près la singularité d'une paranoïa dite d'autopunition, en s'appuyant sur la notion freudienne de surmoi. En frappant l'autre qui est son idéal, Aimée se vise elle-même. Ce pas inaugural est décisif. Il s'agit de considérer la façon dont le délire se présente dans la langue propre au sujet, et non pas de dissoudre le drame vécu de la folie dans des catégories générales. Dès 1932, Lacan montre qu'un délire psychotique ne se réduit pas à des symptômes typiques, mais qu'il s'agit d'une construction cohérente, non arbitraire, laquelle est inséparable de l'histoire et des fixations libidinales d'un sujet. Cette approche annonce ce que Lacan développera dans les années 50 relativement à l'enveloppe formelle du symptôme. Justement, l'enveloppe formelle du symptôme, c'est une notion difficile à cerner. Pouvez-vous y revenir? Introduite par Lacan dans le texte de 1958 d'une question préliminaire à tout traitement de la psychose, cette expression renvoie à la notion d'après laquelle il convient de serrer au plus près le mode par lequel le symptôme se présente en sa structure de discours, en sa syntaxe signifiante, et non pas son contenu sémantique. Cette enveloppe formelle se distingue par conséquent du sens du symptôme, lequel renvoie à la signification, au possible déchiffrement de celui-ci. Le sens du symptôme peut varier. Il n'est pas stable, comme l'est son enveloppe formelle, fondée sur les opérations de la métaphore et de la métonymie. Cette enveloppe formelle se réfère à la valeur signifiante du symptôme, et non pas à son ou ses signifiés, qui sont eux variables. S'appuyer sur la première invite à se décaler de la question de savoir ce que le symptôme veut dire, en se focalisant sur le sens. Il s'agit de serrer la façon dont le symptôme est constitué, d'en faire la lecture et non de s'efforcer de comprendre. C'est cette forme signifiante qui permet de cerner la structure au plus juste et qui nous décale aussi de l'idée que le symptôme serait un trouble inutile à éradiquer, une erreur à corriger. Par ailleurs, la forme n'est pas quelque chose de généralisable, d'universel. Alors n'y a-t-il selon Lacan que des symptômes individuels? Eh bien, dans les années 70, Lacan ira encore plus loin dans la recherche du plus singulier. En introduisant le symptôme, il affirme qu'un symptôme est une invention singulière, une solution propre à un sujet particulier pour traiter le réel. L'intuition de 1932 trouve dès lors sa confirmation. Le symptôme n'est pas réductible à une catégorie. Il est une création unique, propre à chacun. L'enveloppe formelle du symptôme, loin d'effacer la singularité, en est le support, comme forme à travers laquelle chaque sujet inscrit sa différence irréductible. Mais, vous écoutant, je me demande en quoi est-ce utile aujourd'hui Bonne question. De le formuler ainsi. Oui. Eh bien, loin des procédures mises au point sur des populations et qui peuvent être reproduites d'un praticien à l'autre, la prise en compte de ce trait singulier, ce qui fait qu'un être parlant est incomparable aux autres, oriente la pratique psychanalytique d'orientation lacanienne. C'est la raison pour laquelle eh bien, de plus en plus de patients s'adressent aux psychanalystes, avec le soupçon qu'il n'y a pas grand-chose à attendre de l'exploitation de leurs données organiques, ni des réponses standardisées qui sont délivrées par des praticiens interchangeables. Pour le dire autrement,
la clinique du 1 par 1 est désirable, car elle considère ce qu'il y a de plus digne en chacun, à savoir une façon unique de nouer ensemble les 3 dimensions de l'imaginaire du corps, du symbolique, du signifiant et du réel, contre lequel on se cogne par la grâce du symptôme. Les nombreux patients qui s'adressent à nous ne s'y trompent pas. Merci Laura Sokolowski pour cet exposé précieux. Bruno Falissard, peut-être vous pourriez rebondir. Oui, bien sûr. Il y a une tension entre la catégorie et la singularité, mais en médecine en général. Et d'ailleurs, on le voit, vous savez, il y a la médecine de précision, la médecine personnalisée. Les médecins sentent qu'il leur manque un truc et ils veulent aller vers cette singularité. Alors, bon... alors moi, je partage complètement ce que vous avez dit. Bien sûr, chaque patient est unique et chaque soignant est unique. Alors ça, c'est très difficile à faire comprendre dans l'administration parce que, comme vous le disiez, normalement, on est des prestataires de services un peu interchangeables et c'est tellement plus facile d'organiser un hôpital quand c'est comme ça. Le problème, c'est que c'est faux. D'ailleurs, quand on va se faire opérer du rachis parce qu'on a une sciatique, on ne va pas choisir n'importe quel chirurgien, y compris si on est un administrateur d'hôpital. Donc voilà, alors, d'un autre côté, vous voyez, en fait, ce qui fait qu'on utilise beaucoup de catégories en médecine, c'est que beaucoup des traitements sont catégoriels. C'est-à-dire, poser une prothèse de hanche ou pas, ben voilà. Alors que chaque arthrose de hanche est différente, en fait, à la fin, il y a prothèse ou pas prothèse. Et donc, du coup, comme le médecin est obsédé par le geste thérapeutique, et ça se comprend, eh ben, sa pensée va être complètement aspirée par la pensée catégorielle, jusqu'à la fin, à oublier dans son corpus de connaissances qu'en fait, chaque patient est unique. Ça me fait penser à ce que Freud disait, c'est-à-dire qu'il n'était pas habité par la fureur de guérir. Oui, alors oui, mais ça, en 2026, c'est un petit peu compliqué à comprendre, parce que, vous voyez, il y a une telle injonction d'être opératoire et d'arriver à un succès, et que la vie soit catégorisée en échec ou succès, etc. Mais comme vous le disiez, dès qu'on rentre dans l'intimité des gens, en fait, les masques tombent. Et on se retrouve entre êtres humains qui ne savons plus tellement dans quel monde on vit. Puis, c'est la question de l'acte pour un praticien qui se pose par rapport à un autre être humain. Absolument. Alors, pour revenir un peu à notre discussion, est-ce qu'on peut éviter que cette furie de standardisation que vous qualifiez de fiction, qui est nécessaire aussi, dans une certaine mesure, mais comment est-ce qu'on pourrait éviter qu'elle conduise à réduire cette dimension de la singularité du cas? Oui. Alors, le problème, c'est que cette standardisation, je vous le disais au début, en fait, c'est aussi un mécanisme de défense pour certains collègues et certains administrateurs. C'est-à-dire que quand on se dit, finalement, un malade, oui, c'est une espèce de syllogisme, un malade a une maladie, les maladies, on les étudie avec les statistiques et on a des traitements evidence-based, donc quand j'ai un malade, je lui prescris un traitement evidence-based. Vu de loin, ça semble évident. Logique. Et voilà. Et donc du coup, on va structurer le système de soins comme ça. Le problème, c'est qu'en fait, alors, quand vous avez une méningite cérébrospinale, quand vous avez un cancer du pancréas, effectivement, la maladie, elle devient énorme et le traitement est là pour vous sauver la vie. Donc, il n'y a rien à dire. Mais quelqu'un qui est déprimé ou qui ne serait-ce que déprimé, voilà. Eh ben, est-ce que c'est une maladie, ça? Alors, moi, d'ailleurs, je ne sais même pas. Oui, même en étant médecin jusqu'au bout, alors il y a l'état dépressif majeur du DSM. Est-ce que, d'ailleurs, vous savez, même à l'intérieur du DSM, il y a eu une époque où on mélangeait dépression et anxiété. On disait, mais finalement, les antidépresseurs, ça marche dans les deux. Finalement, il y a des comorbidités. Finalement, pourquoi on les différencie? Oh, ben si, on les différencie quand même. Vous voyez, mais alors, on pourrait dire, on bazarde tout.
Hippocrate parlait de la mélancolie il y a 2500 ans, donc on va continuer encore peut-être 5 ou 10 ans, si ça fait 2500 ans que ça dure. Vous voyez, on a une histoire, le mot schizophrénie veut quand même dire quelque chose, on se comprend. Mais de là à dire que la schizophrénie, c'est comme une méningite à méningocoque... Alors je pense à la pédopsychiatrie, où j'ai idée quand même qu'on sort un peu du paradigme où la frontière passe entre le normal et le pathologique. Oui. Et c'est entre le normal et l'optimal, pour ainsi dire. C'est-à-dire qu'il y a cette demande de performance. Oui. Et dès lors qu'un enfant est un petit peu agité en classe, on est amené à les recevoir pour prescrire un traitement, soit pour le diagnostiquer hyperactif. Donc c'est là où je trouve qu'il y a une frange où c'est très difficile de dire malade ou pas malade. Oui, oui. D'ailleurs, vous savez, définir ce qu'est un malade psychiatrique, ça n'est pas si simple. Mais alors, un malade psychiatrique, enfant ou adolescent, c'est très compliqué. Alors, la définition qu'on a proposée, c'est le lieu d'expression d'une plainte collective focalisé sur le fonctionnement psychique ou le comportement d'un jeune. C'est-à-dire que c'est insupportable pour tous les autres. Voilà. Et possiblement pour lui. Et possiblement pour lui. Mais en fait, le plus souvent, mais si vous voulez, c'est pas provocateur, hein, c'est juste la réalité. C'est que le plus souvent, les patients qui nous sont amenés, la plainte ne vient pas d'eux. Bien sûr. Et donc, alors, c'est pas pour ça qu'il ne faut pas s'en occuper, parce que peut-être que ça veut dire que dans 10 ans, il ira très mal et qu'il faut s'en occuper tout de suite. Je n'ai rien contre ça. Mais c'est juste qu'il faut être lucide. Normalement, un patient émet une plainte. C'est genre... Adulte, parce que c'est vrai qu'un enfant, finalement, est-ce que sa position fait qu'il est justement pas déterminé par tous les autres Alors, c'est tout un travail préalable, je dirais, en pédopsychiatrie, non? Parce que absolument. la demande ne vient pas de lui, vient de l'institution scolaire ou de l'institution familiale. Et il y a tout un temps pour que le jeune puisse lui-même dire ce qui le dérange, en fait. Bien sûr. Ouais. Bien sûr. Et puis si les parents disent écoute, ça va pas, regarde à l'école, lui il va intérioriser ça. Hein. Mais il y a des situations cliniques très jolies. Hein. Moi je me souviens d'avoir eu un petit patient qui était amené pour hyperactivité avec déficit de l'attention. Il avait le phénotype, comme on dit, qui était à la limite de la pathologie. Donc j'en discute aux parents, je dis il n'est pas inconcevable de proposer un traitement médicamenteux. Et donc je me tourne vers l'enfant qui avait 7 ans. Je dis, voilà, t'as entendu ce qu'on a dit, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu es partant pour le médicament? Et puis il dit non. Vous allez voir, alors tout le monde, je dis, ah bon, un petit bout de chou. Et je lui demande, mais pourquoi? Parce que si je le prends, je ne serai plus le même. Vous vous rendez compte? 7 ans. 7 ans. Donc en fait... On en revient toujours au même, il faut prendre le temps que la parole puisse se construire. Mais il a eu beaucoup de chance de vous avoir rencontré, parce qu'il aurait pu dire « je ne veux pas le prendre », et on aurait pu lui répondre « mais tu vas le prendre quand même ». Oui, bon, alors... Heureusement quand même aujourd'hui, mais c'est vrai que parfois il peut y avoir des tensions avec les parents. Il peut y avoir des tensions. Et du coup, le rôle du soignant aujourd'hui est au moins autant de prescrire que de dire pourquoi il ne prescrit pas. Oui. Bon, puisqu'on parle de clinique, ce qui est très réjouissant, mais revenons quand même un petit peu à notre thème. Quel est l'effet de cette montée croissante du paradigme évaluatif sur la pratique clinique en psychiatrie, justement, en santé mentale? Oui. Alors... dans les services, pour les praticiens. Oui. Alors, quand même, il y a eu du bon sur une rationalisation des prescriptions. Je vais donner des cas concrets. Prescrire du tertian à tire-larigot à des enfants parce qu'ils font un peu le bazar. La littérature internationale, il n'y a qu'en France qu'on prescrit du tertian. Donc, si vous voulez, quand il n'y a que dans un pays qu'on prescrit un traitement, c'est que c'est pas... Donc, vous voyez, le fait de dire, attention aux prescriptions, etc., ça, c'est bien. Alors après, le problème, c'est que c'est devenu une police de la pensée. C'est-à-dire que quand on dit... c'est prouvé, c'est pas prouvé, c'est pas prouvé. Il ne faut pas l'utiliser, il faut l'utiliser. Il ne faut pas le penser,
Il faut le penser. Vous voyez l'enchaînement. Et alors là, vraiment, il faut différencier ce qui relève du soin de ce qui relève des constructions que le soignant a de son patient. Ce sont deux choses totalement différentes, alors qui sont connexes. Hein. Le soin, oui, d'accord, surtout en psychiatrie, il y a des prescriptions, il y a des indications, ok, on est responsable de ça. Mais je suis libre des représentations que je me fais de mon patient. C'est ma façon en tant qu'humain de penser la rencontre, surtout en pédopsychiatrie, avec une famille, des parents qui s'aiment, qui se détestent, qui ont des frères, qui ont des sœurs, qui ont des parents eux aussi, qui ont une histoire, etc. Aucune science n'a la prétention aujourd'hui d'être capable de décrire le bazar que c'est. Avec la psychiatrie de précision, et si on donnait toutes ces données à mouliner à une IA, peut-être qu'il y aurait... je ne sais pas. Alors, est-ce qu'on ne risque pas aujourd'hui de réduire le patient à des indicateurs? Enfin, c'est à quoi on est confronté, soit à quoi on est confronté dans les hôpitaux. Enfin, c'est l'expérience que j'ai. Et vous avez une expression que j'ai retenue, qui est celle du déni de la complexité de l'humain. Et comment mettre ça en tension avec le côté simpliste, enfin simplificateur en tout cas, et cette complexité, cette richesse-là, qui demande du temps. Je pense que c'est le facteur temps aussi qui bien sûr. est très... Bien sûr, vous avez raison. Le temps, c'est de l'argent à l'hôpital. C'est ça. Donc, dès qu'on dit ça prend du temps, non, c'est pas possible. Alors, et vous savez, je l'évoquais tout à l'heure, c'est même encore plus grave que ça à cause du mécanisme de défense. C'est-à-dire, on doit être aujourd'hui avec les administrations dans une position de thérapeute comme on est avec un patient paranoïaque. C'est exactement la même chose. C'est-à-dire, il est tout puissant. Il ne faut surtout pas percuter, etc. Donc il faut y aller tout doucement. Mais vous voyez, la porte d'entrée, c'est qu'en fait, et ça on le vit très régulièrement, le jour où eux ne vont pas bien ou un de leurs proches, bien sûr. Alors ce ne sont plus du tout les mêmes personnes. Et donc, il y a un petit fil à tirer en disant, mais oui, mais quand même, les humains, vous savez, une vie de couple, c'est compliqué. Ça parle à tout le monde. Exactement. Une vie de couple, par exemple, une vie de couple, c'est compliqué. On s'aime beaucoup, mais parfois, on aurait envie de faire passer la personne par la fenêtre. Enfin, c'est des choses qui arrivent, etc. Vous voyez, il faut y aller tout doucement. Et ah oui, mais vous complexifiez. Ben oui, mais c'est la réalité. Et quand même revenir là aussi à des bases scientifiques. Aucune théorie des sciences de la nature n'explique le fonctionnement psychique de l'humain. Voilà, il faut le dire. Et donc, nous avons plein d'outils à notre disposition, les sciences cognitives, la psychanalyse, les psychanalystes, parce qu'entre Jung et Lacan, je ne pense pas que ce soit forcément la même chose, en tout cas pour tout. Et chacun de ces outils conceptuels peuvent aider les uns et les autres à se construire des représentations du patient pour nouer une alliance thérapeutique et pour pouvoir faire que ces patients aillent mieux. Alors, passons aux travaux pratiques. Et quelle est votre idée? C'est-à-dire que peut-on faire pour préserver dans les institutions et dans la recherche une place pour ceux qui ne se laissent pas complètement attraper justement par des études quantitatives? Et quelle serait la méthodologie que vous pourriez nous suggérer pour mieux l'appréhender? Oui, eh bien, un article va sortir dans le bulletin de l'Académie de médecine où, alors, il se trouve que je préside la commission 3 qui est thérapie complémentaire, thermalisme et eau minérale. Ça fait toujours sourire, c'est comme ça, c'est historique, mais il y a thérapie complémentaire, et donc vous voyez, et donc on a eu un groupe de travail pendant 2 ans sur quelle evidence-based medicine pour les thérapies complémentaires. Et donc, donc on fait un historique de l'évidence-based medicine, etc., etc. Et ce que l'on dit, alors,
il y a des étapes. D'abord, il faut décrire les soins. Après, il faut recueillir la parole des patients, donc faire des études qualitatives auprès des patients pour savoir ce qu'ils vivent pendant le soin. Après, il faut caractériser la formation des soignants. Oui, déjà, il faut faire ça pour tous les soins qui sont proposés aux patients en général. Et je trouve que là, pour les psychothérapies, globalement, on est plutôt pas mal à ce stade-là par rapport à ce qu'on voit dans beaucoup de domaines. Après, une fois qu'on a fait tout ça, il faut organiser un système de vigilance. Vous savez, il y a la pharmacovigilance pour les effets indésirables. On a un vrai problème avec les effets indésirables de ce qui n'est pas un médicament. Des interventions chirurgicales, etc. Il y a quelque chose, mais les effets indésirables des psychothérapies, aujourd'hui, c'est un tabou. Et donc, il faudrait qu'il y ait un système de recueil des effets indésirables des psychothérapies. C'est un devoir de santé publique. Voilà. Et vous voyez, pour l'instant, il n'y a pas de statistiques. Donnez-nous un exemple parce qu'on puisse se rendre compte de ce que c'est qu'un effet indésirable. Oh ben, alors je vais en prendre un classique. C'est, alors vous allez me dire, c'est un effet indésirable, mais il y a des couples qui se séparent après une thérapie d'un des membres du couple. Est-ce que c'est désirable ou indésirable? Vous voyez, je vous tendais la perche, mais parfois, vu de loin, on se pose la question, et moi j'ai eu des situations cliniques où j'ai pensé que c'était un effet indésirable, que en fait la thérapie. Mais c'est très difficile de poser un principe qui serait universel pour jauger ça. Mais c'est pareil pour tous les effets indésirables. C'est juste je déclare que pour moi, subjectivement, il s'est passé quelque chose que je trouve indésirable. Et c'est tout le temps comme ça. Mais si, par exemple, admettons, pour l'un des deux, c'est désirable et pour l'autre, c'est indésirable. Ah, mais oui, mais on le code comment? Non, mais c'est une déclaration, c'est-à-dire, je dis que pour moi, c'est un effet indésirable. Et c'est ce qu'on fait, d'ailleurs, avec les médicaments. D'abord, on ne se pose pas les questions, on recueille les informations, et une fois qu'on a beaucoup d'informations, on se dit, ah tiens, dans tel endroit, il se passe ça souvent, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que, enfin, moi je suis persuadé, vous savez, tout soin qui a une efficacité a forcément, par moment, le risque de faire plus de mal que de bien. D'accord, mais je reprends ce point parce que c'est la première fois que j'entends cette idée, donc elle me surprend. Et d'autant que sur ce type quand même sur une psychothérapie, ça s'inscrit dans l'histoire quand même d'un sujet. Et ce qui peut apparaître par exemple comme un effet indésirable le jour même, parce qu'il y a eu telle intervention, peut être réinterprété 6 mois après par le même patient comme « Ah ben finalement, c'était très désirable ». Oui. Mais sauf que s'il a coté comme indésirable à jour plus 1 et qu'elle n'est pas relevée après que finalement elle a changé d'avis, quelle valeur peut avoir... Il faut pas... Alors, je vous donne un autre exemple. Dans la méditation de pleine conscience, c'est une forme de psychothérapie, il y a un risque de déréalisation. C'est un effet indésirable reconnu, et donc il faut faire attention à certains types de patients qui peuvent avoir des épisodes de déréalisation, parce que être dans la méditation, enfin vous voyez ce que je veux dire, être à l'intérieur de soi pendant longtemps, certaines personnes qui ont une fragilité psychotique, pour le dire comme ça peut conduire à un moment désagréable. Voilà. Et encore une fois, c'est pas une étiquette pour dire que c'est mal, c'est recueillir quelque chose qui correspond à un vécu négatif d'un patient à un certain moment. Voilà. Bon, ce sera un axe de recherche. Il y a un effet indésirable de la psychanalyse qu'on ne prévoit pas toujours quand on commence une analyse, c'est qu'à un moment donné, on a envie de devenir soi-même psychanalyste. Et parfois, c'était quelque chose de pas prévu du tout au programme. Bon, merci beaucoup Bruno Falissard et Laura Sokolovski pour votre présence et d'avoir accepté notre invitation. Cette émission est à présent terminée. Merci de l'avoir regardée. À samedi prochain, 18h30 pour un nouveau Studio Lacan.